Bonjour et bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télé-Sud. Un homme d'affaires américain disait que sur son budget publicitaire, 50% ne servait à rien, mais il ne savait pas laquelle moitié ne servait à rien. Et si ce sujet vous intéresse, vous allez avoir quelques réponses dans cette émission. Bonjour Assaël. Bonjour. Vous avez cofondé Occurrence et c'est justement votre métier, essayer de trouver laquelle partie des 50% est utile dans la publicité et la communication. Complètement. Dans notre arbre généalogique, on a un papa dans le monde des études, une maman dans le monde de la com. Et puis au croisement, on a créé il y a 26 ans Occurrence avec ce postulat qu'il fallait absolument doter la fonction communication, qui était plutôt le parent pauvre en matière d'études, de data, etc. par rapport aux cousins du marketing ou à d'autres fonctions. Il fallait la doter de mesures fiables, d'outils, de thermomètres, voilà, et qu'il fallait essayer de la... Derrière même le simple sujet de mesurer, il y a un petit sujet un peu militant, c'est légitimer cette fonction. Voilà, quand on veut critiquer quelque chose, on dit c'est de la com, comme si c'était un peu du pchit. Et d'ailleurs, cette phrase 50% ne sert à rien, c'est un peu péjoratif. Complètement. Alors d'abord, ce qui est bien, c'est que nous, on démontre depuis 26 ans qu'on est loin de 50% qui ne servent à rien. Attention, 100% des budgets de com ne sont pas 100% efficaces, mais on est très loin du 50-50. On est souvent, il y a bien sûr toujours une partie qui est inopérante, inefficace, mais comme dans tous les métiers. Et puis l'enjeu, c'est des démarches de progrès. L'idée de mesurer, c'est pas juste pour sanctionner ou donner un bulletin de notes à un directeur de la com. C'est plutôt de s'engager dans une démarche d'amélioration. Et puis un peu de pacification, pacifier les relations entre l'agence et l'annonceur qui sont parfois un peu tendus. Et donc avoir un tiers de confiance qui vient un peu objectiver tout ça, c'est pas plus mal. Mesurer l'utilité de la pub et l'efficacité, il y en a qui sont passés maîtres dans ce domaine, c'est les GAFA finalement. Complètement. Alors avec un vrai sujet sur les GAFA, c'est qu'ils sont un peu jugés partis. C'est-à-dire que si vous voulez les datas sur les GAFA, c'est les GAFA qui vous les donnent. Oui. C'est un peu comme si TF1 faisait son audience tout seul. Et qu'il n'y avait pas médiamétrie. Or en France, il y a médiamétrie. Et on sait quand même, l'audience de TF1, c'est pas TF1 qui la donne. Or l'audience de Facebook ou l'audience de YouTube, c'est YouTube qui la donne. C'est en effet un point d'amélioration potentiel. Alors, on va revenir sur votre métier, Occurrence, dans la deuxième partie de l'émission, mais on s'arrête toujours un peu sur l'actualité. Et je suis content d'avoir un spécialiste des études et des sondages, parce qu'on est en plein dans ce maelstrom politique avec des sondages tous les jours. De plus en plus, moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sondages. Oui, en fait... il y a une technique aujourd'hui qu'on appelle le rolling, c'est-à-dire que c'est un sondage roulant, tournant, lissé. Et les instituts aujourd'hui interrogent chaque jour des Français et établissent leurs statistiques sur la base des 3 derniers jours de l'échantillon. Et puis on abandonne... Ils réinterrogent un échantillon complet ou juste une partie Ils réinterrogent souvent 500 personnes, et donc à chaque fois représentatifs de la population française. Et ça vient se mêler à ceux des jours précédents. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté... vague qui ne s'arrête pas. Enfin, c'est ça le sujet. C'est des courbes en permanence en temps réel. Exactement. Et c'est censé être plus fiable ? Alors c'est censé être plus fiable, de lisser un peu les effets aussi d'annonce, puisqu'on est l'opinion d'aujourd'hui, et que vous voyez aujourd'hui, elle est faite sur de l'opinion qui a été faite sur les 3 derniers jours. Donc dans les périodes politiques comme on l'a aujourd'hui, chaque jour amène son lot de petites phrases, de trahison, de meeting, etc., etc. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc c'est pas mal d'avoir cet effet-là lissé, et je trouve est intéressante. Simplement, elle donne en effet au public le sentiment que c'est un flux sans fin. Et voilà. Alors, il y a aussi un autre sujet, c'est que, en tout cas dans le domaine politique, les sondages se sont beaucoup trompés ces dernières élections. Oui. Et on a même l'impression qu'il y a un jeu, il faut leurrer les sondeurs presque. Les Français ont intériorisé finalement ce jeu du chat et de la souris. Oui, en tout cas, je t'aime moi non plus. Enfin, les Français sont quand même consommateurs, à part quelques médias qui ont pris position en disant je ne publierai pas de sondage, etc. Il y a quand même cette envie d'en consommer. C'est aussi un contenu assez facile quand même pour les médias de produire. On a des sondages surtout le saucisson. Tout à fait. Est-ce que vous aimez complètement. Et pareil, un journal sur les sondages politiques, j'esquive pas, mais c'est vrai que les marques aussi sont c'est assez facile de faire un sondage pour ensuite essayer de s'intégrer dans une actu, dans un agenda sociétal, et puis d'exister. Sur les sondages politiques, en effet, il y a cet appétit, parce qu'en fait ça fonctionne. On voit bien que les gens cliquent,
politiques sont friands, commentent sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut toujours avoir en tête quand même qu'un sondage, c'est une photographie à un instant T. Et donc la question de le sondage se trompe, c'est toujours par rapport à quelle réalité. Les sondages d'aujourd'hui, on pourra toujours les sortir en disant ils se trompent par rapport aux résultats dans plusieurs mois, mais ils prétendent pas. Et c'est peut-être là la confusion entretenue par un peu tout le monde. Hein. C'est pour ça que c'est pas. Mais c'est de dire que c'est prédictif d'eux. En fait, ça dit les forces à un instant T, voilà, dans l'opinion. Mais ça ne on voit bien qu'il peut se passer plein de choses en 60 jours, en 50 jours, en 30 jours. C'est tout l'intérêt d'une campagne. Oui, exactement. Vous ne faites pas de politique, de sondage politique? Non. Pourquoi? En France, il y a globalement 9 instituts sur à peu près les 200 qui peuvent exister, qu'on appelle opinionnistes et qui font vraiment de l'opinion. C'est souvent il faut des grosses structures parce qu'il y a derrière des modèles qui tournent et puis il y a des collectes de données qui sont vraiment lourdes. C'est par ailleurs pas, il faut bien le dire, pas un secteur très, très financièrement intéressant parce que finalement, il n'y a pas un modèle vraiment économique derrière le sondage d'opinion politique. Les politiques ne payent pas pour ça. Voilà, c'est plutôt du gré à gré. Les chaînes contribuent, mais c'est quand même de l'échange de visibilité contre de la donnée. Ouais, donc, il faut quand même avoir un peu plus de moyens pour ça. Alors vous, votre pub, vous l'avez faite autrement, avec un coup de génie. C'était en 2017. Vous avez permis de mesurer le nombre de manifestants. Oui. Ça, c'était en fait, pour vos téléspectateurs, je raconte les coulisses. Hein. En fait, l'idée arrive en 2007-2008. On a cette idée parce que on se dit, nous, on mesure l'opinion. Il y a un sujet en France qui est on est champion du monde des anxiolytiques et des manifestations, donc l'opinion de la rue. Voilà, l'opinion de la rue. Comment on compte cette opinion-là? On s'est dit le premier chiffre, c'est le chiffre du nombre, du volume. Donc on se dit tiens, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut mesurer? Avec toujours des très grands écarts entre la police et les organisateurs. Exactement, et c'est un point important. C'est quand on travaille alors je présente travailler dans un métier de chiffres, de sciences, c'est de la science statistique. On est toujours heurté parce que quand on est dans un monde de relativisme. Sur le boulevard Sébastopol de 14h à 17h un samedi, il ne peut pas y avoir 1000 ou 100 000 personnes. Ça, c'est non seulement contre la science, mais même contre la démocratie. Enfin, donc ce relativisme-là, il est pernicieux. Et alors, quelle solution vous avez utilisée? En fait, il y avait des technologies qui existaient. On sait compter les flux. Il y avait déjà de la tech qui existait pour compter les gens dans les aéroports, dans les musées. Il y a des zones comme ça. Donc avec des caméras et puis, des capteurs. Reconnaissance d'image. Voilà, exactement. Reconnaissance d'image. Un peu comme, imaginez la ligne d'arrivée d'un 100 mètres. Vous savez, il y a cette photo finish. Là, nous, le but, c'est pas de savoir qui arrive le premier, mais combien il y a eu de manifestants. Voilà. Alors, qui a raison, la police ou les organisateurs? Clairement, c'est après 60 comptages, c'est plutôt la police qui a raison, même clairement, puisqu'on est en moyenne entre plus 15 et plus 20%. Notre chiffre, quand on fait le bilan sur 60 manifs, plus 15, plus 20% au-dessus du chiffre de la police, mais à 250% en dessous des chiffres des manifestants. Donc c'est très gonflé, mais bon, on le comprend, hein, c'est une stratégie politique. Exactement. On va revenir maintenant sur cette aventure qu'est celle d'Occurrence. Comment ça démarre, Occurrence? Ça démarre par une relation amicale avec un camarade durant les études. On est au CELSA, donc Sorbonne Université, grande école de la communication que je fais après moi des études en philo, et mon camarade s'appelle Benoît Volatier, qui peut-être nous regarde parce qu'il vit moitié de son temps au Sénégal. On le salue, voilà. Une petite dédicace. Vraiment un petit salut très amical. On se retrouve ensemble, il a fait Dauphine de l'économie, de l'économétrie, et on s'occupe, et ça vraiment s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qu'il faut qu'ils s'engagent dans les associations, dans leurs universités ou leurs écoles, on se met à piloter la junior entreprise. Vraiment une école dans l'école, si j'ose dire. Voilà, la junior entreprise, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'études. Hein. Beaucoup d'entreprises viennent nous voir parce que ça coûte moins cher d'employer des étudiants. Exactement. Et puis on ne confie pas aux étudiants des missions hyper stratégiques parce qu'on reste junior, donc le conseil, c'est quand on a plus de bouteilles. Mais quand on est étudiant, on a un regard frais sur les choses, on a du temps, on n'a pas peur de manger des tonnes de choses, de données, etc. Donc on nous confie à l'époque pas mal d'études. Voilà.
Vous mettez le doigt sur une des difficultés de ce métier, c'est-à-dire qu'on fait des diagnostics à travers des études ou des sondages, et après on fait du conseil. Voilà, c'est là aussi être un peu jugé parti, Alors, comme on le disait, des GAFA. Exactement, et en fait c'est pour ça que là, une des fiertés, en tout cas depuis 26 ans, en l'occurrence, on n'a jamais franchi la ligne jaune. On fait des études, on fait ce qu'on pourrait appeler, comme aussi avec peu d'humilité, un peu comme un médecin, on fait une ordonnance, mais on ne met pas en œuvre l'ordonnance. Et là, je pense qu'il faut être vigilant quand celui qui vous mesure commence à vous proposer de vous produire toutes les solutions thérapeutiques. Donc vous ne faites jamais de conseil, vous? On fait une ordonnance. Donc ça, moi j'appelle ça faire du conseil, dans le sens, je transforme les constats des chiffres en propositions, mais je ne les mets pas en œuvre. Voilà, c'est pas votre business model. Non, notre business model ne consiste pas à faire de la com, à être une agence. Voilà. Qu'est-ce que vous avez trouvé, comme depuis 26 ans que vous existez, comme résultat ou comme tendance forte dans la mesure justement de la communication ou de la publicité, parce qu'en effet, on a vraiment l'impression que ça reste un art un peu divinatoire. Oui, complètement. Moi, c'est pour ça que je me bats beaucoup sur le sujet de la com est une science. D'ailleurs, il y a des labos de recherche en France, il y a une trentaine de labos de recherche dans l'université, ce qu'on appelle les SIC, les sciences de l'information et de la communication, et plus qu'un art ou le dire comme troubadour, moi je m'y oppose pas mal. Enfin, j'essaie aussi de l'armer pour qu'il sorte de cette way. Je me bats sur et je vous réponds après précisément, mais je me bats beaucoup sur la fonction com est un investissement et pas une dépense ou un centre de coût. Et si on dit ça, ça veut dire que si on a envie d'être un investissement plutôt qu'une dépense, ça veut dire qu'il faut se soucier de son retour sur investissement. Sinon, on n'est pas crédible. Et puis, ça n'est pas un troubadour, c'est vraiment un ingénieur en communication qui, s'il le veut, a des outils à sa disposition pour mesurer. Et là, on le voit, c'est-à-dire que vraiment, on peut rentrer dans une démarche extrêmement sérieuse, extrêmement scientifique. Moi, souvent, je fais la comparaison entre la publicité et même tous les autres outils de la communication avec la balistique. C'est assez proche, un peu comme les experts Manhattan ou Miami. Là, voilà, on peut, un message, c'est un projectile et on lui donne un angle. C'est le même mot d'ailleurs que dans le monde des contenus et de l'édition. On lui donne un angle, on lui donne une vitesse et on le projette. Et puis le but, c'est qu'il atteigne son public en puissance. Il va parfois faire des ricochets, mais ce qu'on veut, c'est qu'il touche son public cible. Et ça, cette balistique, on sait aujourd'hui la monitorer. On peut la monitorer, on peut mesurer le niveau de perforation, de performance alors c'est un peu guerrier, désolé pour la métaphore, mais dans les publics, dans les parties prenantes. Et on va se rendre compte, alors des choses qui peuvent être un peu en publicité, qui vont être un peu dures justement pour mes camarades DA ou directeurs de création ou directeurs artistiques, c'est qu'on va voir par exemple une décorrélation entre le pur créatif et la performance. Par exemple, une campagne comme Carglass répare, Carglass remplace, en France, elle surperforme. Ne mettez pas ça dans la tête. Voilà. Personne, ce qu'on appelle le score d'agrément est bas, c'est-à-dire que personne ne se dit chouette, ce soir je vais me faire un petit best-of de la campagne. Et pourtant, sur des critères de pure performance, mémorisation, incitation, voilà. Donc ce que vous me dites, en fait, la clé, c'est de revenir à la réclame bête et méchante, un peu répétitive. On revient à Blochstein-Blanchet. Alors voilà, c'est un scénario, mais qui fonctionne, enfin voilà, mais qui est très, qui n'arrive pas par hasard. Hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement pensé, scientifique, sur la répétition, sur l'optimisation de l'achat d'espace. Ouais. Enfin, c'est pas complètement la mémorisation. Même, moi, je trouve que Carglass répare, Carglass remplace, quelque part, c'est hyper créatif. Enfin, oui, à la fin, ça devient. C'est pas si mauvais, ça marche. Mais voilà, ça marche, et il peut tout à fait y avoir une autre stratégie complètement plus d'ambiance, si je veux dire. C'est quelque chose de beaucoup plus. C'est de dire voilà mon univers de marque, de valeur, etc. Si tu es d'accord avec ça, alors bienvenue dans ma communauté. Et ça fonctionne aussi. Hein. Une des difficultés pour vous, c'est qu'il y a de plus en plus de canaux. Complètement. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais, TikTok, il y a TF1, avant c'était facile, il y avait quelques chaînes. Maintenant, il y a des nouveaux réseaux en permanence. C'est ce qu'on a accompagné en 26 ans. Hein. C'est-à-dire que vraiment, que ce soit d'ailleurs sur des sujets de com interne, parce qu'on mesure aussi la com interne ou la communication externe, cette notion de multiplicité des canaux, donc la fragmentation des audiences, un vrai sujet aujourd'hui, et il y a des livres entiers sur le sujet, la fragmentation des attentions. Ça, c'est vraiment aujourd'hui l'or noir, l'or absolu pour la fonction communication, c'est le temps d'attention. Et c'est amusant parce que là aussi, les plus jeunes ne s'en souviendront pas, mais au début des années 2000, un patron de TF1 dit le métier de TF1, c'est vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola.
il prend sur lui, allez, un tsunami de... Alors que c'est très bien résumé son métier. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, le business des GAFA, c'est du temps de cerveau disponible. Enfin, il faut pas se... Et donc c'est pour ça que d'ailleurs le trash l'emporte, parce que c'est celui qui le business de l'attention est très lié à cette confrontation, au clash, au trash, etc. Ouais. Mais... Ça fait penser à la phrase de Reed Hastings, le patron de Netflix, il dit « Mon plus grand ennemi, c'est le sommeil ». Oui, complètement. Bientôt, on aura peut-être des pubs dans son sommeil. Ceci dit, on le sait, on parle des séries, des films, et même si, en effet, Netflix mesure beaucoup d'informations, beaucoup de données, on n'a encore jamais trouvé la bonne formule pour écrire la série qui proviendrait de ces données. La dimension créatrice et artistique, ou intuition humaine, on pourrait dire, c'est pas un robot qui va sortir Carglass répare, Carglass remplace. Totalement d'accord. Et d'ailleurs, il y a une tentative, Lexus a tenté de demander à une IA, l'IA d'IBM, Watson, de faire un film. C'est Watson, donc l'intelligence artificielle d'IBM, qui a produit le storyboard, mais ils ont été chercher pour la réaliser un réalisateur oscarisé. Voilà. Alors peut-être que parce que c'est le début aussi. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ça va tellement vite, les voitures volantes arriveront et donc les films rédigés par IA aussi. La question va être, c'est qu'une IA, un algorithme, on lui donne une masse de données et il produit une proposition. La question, c'est que si on donne à une IA toujours la même masse de données, c'est-à-dire que si par exemple je compulse, j'analyse 30 ans de films publicitaires sur la voiture, est-ce qu'une IA est capable de me proposer 12, 13, 100 films différents ou toujours finalement le même. Et ça, l'aléa créatif, moi c'est un mot que j'utilise souvent, l'aléa créatif, il vient quand même souvent de l'être humain, pour l'instant. Bon, je pense qu'on arrivera à le programmer. Vous savez, moi j'aime bien jouer aux échecs et je me souviens que les premières IA contre Karpov et Kasparov surtout, perdaient. Par exemple, je me souviens d'une partie moi, que j'avais suivie et Kasparov a abandonné une pièce, a abandonné un pion. Et ça a mis, à l'époque, ça a mis en panique l'IA, en disant mais il abandonne une pièce. Mais depuis, elle a fait des progrès. Et malheureusement, depuis, elle est à 100%, elle gagne à 100%. Vos clients, c'est qui? Alors, on marche sur deux jambes. On a 50 à 60% de grands groupes privés, mais on a aussi presque la moitié de notre business qui vient du monde public. Donc, les collectivités, l'ensemble du millefeuille, on dit administratif français, les régions, les ministères. Et on travaille beaucoup avec la Commission européenne. C'est un de nos clients importants parce que, et ça c'est plutôt bien quand on est citoyen, c'est que eux aussi se questionnent fortement sur le retour sur investissement de leurs actions. Et on peut prendre des exemples concrets de choses qui marchent ou qui ne marchent pas, les deux peut-être? Oui, en fait on peut... voilà, je suis une collectivité, là on l'a vu sur les grandes campagnes, par exemple, prenons les grandes campagnes de vaccination, les grandes campagnes, il y a un vrai enjeu de pédagogie, il y a un vrai enjeu, là on est vraiment, on doit avoir de l'efficience, on doit avoir de l'efficacité, et on pourrait se dire, je mesure uniquement au bout de l'entonnoir, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont se vacciner, mais on le voit bien, ou sur la sécurité routière, on pourrait se dire à la fin c'est le nombre de morts sur la route ou d'accidents, mais en fait on voit bien que ça c'est un enjeu qui n'est pas que en responsabilité de la com, donc la com elle se soucie des premiers étages de cet entonnoir, la mémorisation, la compréhension, l'adhésion, l'incitation, et après il peut se passer plein de choses, les aléas de la vie, etc. Mais donc, en effet, il y a pas mal de campagnes publiques qui sont intéressantes à suivre. Ouais. Et vous êtes content de l'évolution des directeurs de la com, de leur maturité? Alors, clairement, on a depuis 26 ans, c'est le troubadour est en train de prendre sa retraite. Oui, alors voilà, on est vraiment sur la voie de la professionnalisation. C'est vrai que c'est un peu moins les DA, les directeurs artistiques ou les directeurs de création qui tiennent les gens de la data sont arrivés aussi beaucoup. Arrivé par le digital, c'est-à-dire que d'abord la digitalisation du monde de la communication a apporté avec lui cette culture de la donnée. Moi je dis aujourd'hui un DIRCOM c'est les chiffres et les lettres, enfin ça n'est pas que les lettres, voilà. C'est bien sûr que il faut maîtriser le verbe, il faut maîtriser l'esthétique, il faut maîtriser l'expression, mais la notion d'analyse, de veille, moi je dis souvent, les DIRCOM ils ont 2 oreilles, une bouche, ils devraient, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ils écoutent, ils veillent 2 fois plus qu'ils ne parlent, et c'est pas plus mal. C'est une bonne équation pour beaucoup de métiers d'ailleurs. On va passer maintenant à votre parcours d'un point de vue plus personnel.
Alors Assel, vous parlez de votre métier avec beaucoup d'enthousiasme. Oui. Après 26 ans, on n'est pas fatigué de ce qu'on fait? Alors, quand on est du côté du prestataire, du conseil, c'est vrai que chaque jour, je vais dire autrement, aucun jour ne se ressemble, puisqu'en fait, on va justement travailler pour une collectivité, pour un ministère, puis ensuite pour une entreprise privée, etc. Donc, une petite, une grande, une entreprise à mission. Enfin, c'est vrai que Et puis, on a cette capacité, quand on est entrepreneur, qui est quand même un élément, c'est cette notion de trajectoire. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit qu'on est à peu près pilote de sa trajectoire, l'innovation, voilà. Alors c'est quoi justement sur quoi vous travaillez? Comment vous voyez la suite? Par exemple, quand je regarde il y a 26 ans, donc mon métier c'est de mesurer, il y avait des choses il y a 26 ans, on se disait tiens, si on pouvait mesurer ça, ce serait super, etc. Aujourd'hui, il y a même un sujet éthique qui arrive, c'est quand on a le sentiment de pouvoir quasiment tout mesurer, arrive une question légitime, c'est est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on doit tout mesurer? D'ailleurs, vous êtes embêté, j'imagine, avec des RGPD ou des choses comme alors ça. Voilà, mais je dirais pas embêté. Moi, je pense que quand même, si je regarde mon métier, je pense que c'est mieux pour les citoyens le RGPD que pas le RGPD. Oui, parce qu'on laisse tellement de traces finalement. Totalement. Moi, c'est pour ça que nous, on s'est rend pas compte en fait. Ouais. On n'a pas notion du nombre de traces qu'on peut Alors, laisser. on en laisse énormément, beaucoup. D'ailleurs, il y a toujours un débat dans notre métier qui est est-ce que je mesure le déclaratif ou j'ai même plus besoin de vous poser de questions, j'ai juste besoin de regarder ce que vous laissez comme trace et je vous pose même plus de questions, je sais. Et là, on arrive à des débats philosophiques sur à quel point je peux vous manipuler ou pas, parce en effet, ça sert aussi à ça, la communication, à vous faire vacciner ou pas. Alors nous, on a depuis 2015, on a créé, on milite. J'ai écrit un petit bouquin sur le sujet qu'on appelle, mon livre c'était Big ou Bug Data, et c'était le sous-titre, c'est le premier manuel du data déontologue. L'idée, c'était de dire dans les études, dans les data au sens large, pas que dans les études d'opinion, il faut absolument pas simplement qu'on regarde la législation. RGPD, c'est la loi, mais avant la loi, il y a un sujet qui est l'éthique et la notion de juste donnée, la donnée juste. Et juste, c'est un beau mot parce que ça dit à la fois la notion de fiable, c'est juste, c'est intègre, c'est juste dans le sens faire en anglais, et puis c'est la sobriété, c'est juste celle dont j'ai besoin. Pourquoi j'aurais besoin de connaître votre pointure de chaussure ou vos préférences alimentaires, etc. Et pourquoi j'aurais besoin de conserver cette donnée? Voilà, pourquoi est-ce qu'on doit donner son adresse pour commander un billet de cinéma? Et quand même, quand on regarde notre métier, cette maximisation de la collecte de la donnée, elle doit quand même, nous aussi professionnels, elle doit nous interpeller. Et en même temps, elle vous aide à faire votre métier, parce que plus vous avez de données, plus c'est simple d'avoir les outils. Alors en effet, la notion de big data, c'est le fait le Graal absolu, c'est faire des études pour faire du prédictif. C'est-à-dire, puisque vous avez fait tout ça, alors je peux prédire votre prochain achat, alors je peux prédire ça. Et donc évidemment, le sujet, c'est plus j'ai de données, plus j'ai de croisements, plus je peux prédire. Voilà. Est-ce que vous avez des modèles qui vous inspirent dans votre parcours professionnel? Aujourd'hui, je suis assez, c'est pas de la flagornerie pour la jeune génération, mais je suis assez épaté quand même par, il y a 26 ans, créer son entreprise, c'était, en tout cas quand on est surtout du monde universitaire, c'était vraiment un truc très très atypique. Marginal, oui. Voilà. Quand on est d'école de commerce, c'était évidemment déjà à peu près, ça faisait partie d'un parcours possible, mais l'université de Sorbonne, c'était... Là, je vois dans les jeunes générations beaucoup plus d'audace sur ces sujets-là, des gens qui lancent des... Moi, on a soutenu, on fait pas mal d'études pro bono ou du mécénat de compétences, on a soutenu une structure qui s'appelle Ticket for Chance, par exemple, que j'aime beaucoup, qui part du principe qu'on peut changer le monde, et le monde, on va le changer par les entreprises. Donc pas par des assos, pas par des ONG. Pourquoi? Parce que le business model d'une entreprise, il est pérenne quand il est et il dépend pas de fonds, de mécènes, etc. Publique, Et Ticket for Change, ils accompagnent des générations. C'est des entreprises à finalité sociale qui ont un gros impact sur la société, mais avec une vision libérale, ou en tout cas entrepreneuriale. Et je suis assez épaté. Moi, pour partager un mot avec vous de mes origines, en hébreu, on dit chutzpah. Le chutzpah, c'est un mélange entre l'audace et l'insolence. C'est un mot qui est un peu hybride, qui dit plein de choses. Et la chance aussi, non? Oui, il y a ça. Il y a le fait, en tout cas, de pousser les murs, d'être un peu flibustier parfois ou un peu pirate. Et puis on verra bien, quoi. Et puis on verra bien.
je trouve qu'il y a une génération, alors parfois ça dépasse les bornes, ok, moi je suis un peu légaliste, donc parfois... Mais donc c'est ça, le mot-clé, c'est pas un personnage finalement, c'est une valeur cardinale. Ouais, c'est une valeur, d'oser bouger les lignes. Et voilà. une admiration pour cette audace de cette génération. Ouais. Qui change le monde Exactement, au quotidien. ouais. Bon, merci beaucoup à Sahel d'avoir partagé avec Merci nous à vous, cette aventure entrepreneuriale, cette expérience, et puis ces lumières sur on pourrait en parler des heures, sur la façon dont on mesure l'efficacité de la publicité et au-delà les intentions de l'opinion. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.